Dans l'actualité du 13h15, Rasmane Ouedraogo gagne la dernière étape du Tour cycliste du Faso 2015 ce matin devant Michel Kafando, le président de la transition. Malgré tout, le Burkina garde le maillot rouge des sprints et le maillot jaune reste sur les épaules du Marocain Mouhoussine Lansani et l'Érythréen Michael Apton gardent le maillot vert. Et puis, un autre Tour du Faso débute pour les candidats aux élections couplées législatives et présidentielles au Burkina. 3 semaines de campagne électorale pour le scrutin du 29 novembre prochain. Des candidats appelés à se conformer à leur engagement pris lors de la signature du pacte de bonne conduite. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. La 10e étape du Tour du Faso 2015, couru en circuit fermé ce matin, vient d'être remportée par Rasmane Ouedraogo du Burkina. 56 coureurs ont pris le départ de Korsimoro ce matin et ils ont parcouru la distance de 112 km en 2h52 minutes pour le premier et soit une vitesse de 42 km,900 à l'heure. Le maillot jaune reste sur les épaules du Marocain Mouhoussine Lansani et l'Érythréen Michael Apton garde le maillot vert. Et Abdul Aziz Nitiema se contente du maillot rose. L'arrivée finale, je l'ai dit en titre, s'est déroulée devant le président du Faso, Michel Kafando, président de la transition. Jérôme Tiendrebego, bonjour. Bonjour Fousseni Kindo. Voilà, vous étiez ce matin à l'arrivée de cette tour du Faso. Et comment vous avez vécu cette dernière étape? Alors, il faut dire que c'est une étape qui est partie de Korsimoro à 70 km sur l'axe Ouagadougou-Kaya ce matin à 8h46, très exactement que le peloton a pris le départ. Et comme on pouvait s'imaginer, ça allait... on allait avoir une arrivée groupée, d'autant plus que les personnalités, vous l'avez dit, le président du Faso était donc à l'arrivée et il fallait faire honneur au pays pour les étalons. Et donc, on peut le voir sur les images. À l'arrivée, c'était Rasmane Ouedraogo, vainqueur en 2012, Aziz Nitiema, vainqueur en 2013 et Emmanuel Million qui franchissent la ligne de passage. Donc voilà, nos étalons portés en triomphe. Il n'y a pas de maillot jaune pour les étalons, mais Fousseni Kindo, cette victoire d'étape-là, la dernière étape, était aussi tout aussi importante, d'autant plus que ça se déroulait devant les plus hautes autorités du pays. Oui, tout cela est compliqué pour nous à comprendre. Vous parlez de maillot jaune, de maillot vert, de maillot rose, sprint. Racontez-nous juste en 2 mots, c'est quoi concrètement? Alors, en 2 mots, ça va être très difficile, mais en quelques mots, oui, Fousseni Kindo, sur l'étape d'aujourd'hui, par exemple, il y avait 3 sprints intermédiaires. 3 sprints intermédiaires, c'est pour animer la course. De Korsimoro à Ouagadougou et le critérium, le circuit fermé de 4 km 100. Alors, si on allait attendre carrément l'arrivée, ça allait être un peu monotone. Alors, on choisit de dire à Zignaré, on lance un sprint intermédiaire qui est comme une arrivée. Alors, on se bouscule pour emporter. Et ça permet aussi de voir des sprinteurs comme Aziz Nitiema. Et à l'arrivée, au premier passage de la ligne d'arrivée à Ouagadougou également, le deuxième point chaud, appelé sprint intermédiaire. Et là encore, les cyclistes se bousculent pour emporter. Et ça donne des bonifications en temps et en points. Alors, le 3e point chaud, c'était le 5e passage. C'est simple. Le maillot jaune, il récompense le meilleur au classement général au temps. Ça veut dire que si vous regardez cette 28e édition, Lansani Mouhoussine n'a jamais remporté une étape. Mais il est meilleur au classement. Parce que tout simplement, à la première étape, Bereket a remporté l'étape. Et à la 2e étape, Bereket est resté loin derrière à environ 4 minutes de l'échappée. Alors que Lansani Mouhoussine est resté dans l'échappée et il est arrivé 2e. Du coup, il a un meilleur temps sur son coéquipier Erafai qui a remporté l'étape de Zignaré et il a un meilleur temps également sur Bereket qui a remporté l'étape de Waïguia. Du coup, les Marocains s'organisent pour protéger ce maillot jaune-là parce qu'il était à 1 minute 34 de Mathias Sorgo, le Burkinabé. Le Burkina a 3 équipes, alors les
Marocains sont organisés de sorte à ne pas laisser partir un Burkinabé menaçant, Mathias Sorgo, Haruna Ilboudo en l'occurrence. Donc ces garçons-là sont surveillés comme du lait sur le feu dans le peloton. Ils ne peuvent plus avoir du temps. Ils sont restés avec l'écart d'1 minute 30 sur tout le reste du tour. Ça veut dire qu'ils se contrôlent. Si Mathias Sorgo décide de sortir, alors il y a un Marocain qui le poursuit, qui le chasse, pour pas qu'il prenne du temps. Alors, ça, c'est pour le maillot jaune. C'est le meilleur au classement général au temps. Il a le meilleur temps sur tous les concurrents. Le maillot vert, c'est les points. Les points, à l'arrivée, le premier, par exemple, il a 30 points. Donc, le deuxième, il a 27 points, 25 points, et ça descend. Et quand vous arrivez, vous êtes toujours dans le groupe de tête, vous avez forcément de bons points. Et c'est comme ça que Michael Apton, il a remporté au passage 3 étapes, ça veut dire qu'il a déjà 90 points. Plus, quand il arrive deuxième, il arrive troisième, il arrive cinquième, il y a des points qu'il prend. Plus les points chauds qui donnent des bonifications en temps. Quand on passe le point chaud, on a 3 points en plus, et le deuxième a 2 points, ainsi de suite, et bonification également en temps. Ça, c'est pour le maillot vert. Le maillot rose, ça, c'est la propriété de Aziz Nikema, qui a été le meilleur sprinter de ce tour-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a remporté beaucoup de points sur les sprints intermédiaires. Et donc, il se retrouve avec... aujourd'hui, il en a remporté 6. Il était à 20 déjà, à 7 points devant son poursuivant immédiat qui se trouve être un Suisse. Alors, le Suisse Kibouge. Alors, il prend 26 aujourd'hui. Il est naturellement le meilleur au sprint intermédiaire. Voilà. Merci pour toutes ces explications, Jérôme Tiendrebego. Je rappelle que ces informations et bien d'autres, on les retrouve dans le magazine des sports. Il y a le journal du Tour ce soir sur le coup de 21h. Merci. Bien, je le disais, un autre tour du Faso débute pour les candidats à la présidentielle et aux législatives. 3 semaines de campagne électorale pour le scrutin du 29 novembre 2015. C'est donc parti pour une course au fauteuil présidentiel à Kossia, mais aussi pour les postes de députés à l'Assemblée nationale. À la veille de la campagne, le gouvernement burkinabé invitait les candidats à se conformer à leurs engagements pris lors de la signature du pacte de bonne conduite. De son côté, le président du Faso, président de la transition, estime que l'essentiel aujourd'hui est de réussir la campagne électorale et de tenir des élections libres, démocratiques et crédibles. Michel Kafando qui estime qu'en le faisant, les Burkinabés auraient ainsi œuvré à ancrer la vraie démocratie au Burkina Faso, à faire de notre pays un bel exemple et a toujours mérité la confiance de tous ceux qui n'ont cessé de croire aux valeurs et au courage de notre peuple. Plus de 5 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes le 29 novembre 2015 pour désigner un président du Faso et des députés à l'Assemblée nationale. Ces élections mettront fin à la transition en cours depuis l'insurrection d'octobre 2014. Et pour cette campagne, une première au Burkina, la loi qui interdit l'usage de divers moyens de corruption et d'achat de conscience de l'électorat. Les gadgets sont souvent cités parmi ces instruments de la corruption. Pour ce début de campagne, comment la loi est perçue, comment les gadgets peuvent-ils influencer le vote? Élément de réponse avec Olopoda. Les innovations majeures de cette campagne électorale de 2015 est sans doute l'interdiction des gadgets. On se souvient le 7 avril 2015, le Conseil national de transition adoptait cette loi qui prive aussi les partis politiques de toutes sortes de publicités. Une nouvelle disposition du code électoral qui ne fait pas l'unanimité au sein des populations. Ce t-shirt, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas ça que tu vas porter toute ta vie. Tu es né, tu portais habit. Mais il ne faut pas que quelqu'un va venir avec un t-shirt ou une casquette pour te corrompre. On avait pu donner les t-shirts, les casquettes, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas lire. Mais quand ils voient t-shirt, culture de cette partie-là, ils connaissent qu'il peut aller voter cette partie. Si un ami te voit, il sait que toi tu portes cette partie. Par l'adoption de cette loi, le CNT a voulu rendre la compétition électorale saine et équitable.
Le débat d'idées et la force des arguments doivent désormais prendre le dessus sur la corruption électorale. Ça, c'est toujours la même. Il y a des candidats qui peuvent gagner. Les bonnes idées que les gens veulent, ce n'est pas tout ce qui intéresse les gens. C'est les bonnes idées. Celui qui va prendre à avoir de bonnes idées pour avancer le pays. La loi est à l'épreuve à cette campagne électorale qui s'ouvre ce dimanche 8 novembre 2015. Reste à savoir si elle sera une réalité et si les partis politiques ne vont pas user de subterfuges pour contourner la loi. La RTB sera au cœur de cette campagne. Elle vous propose ce soir le journal de la campagne. Et puis avant de poursuivre ce communiqué sur l'utilisation du gaz butane par les véhicules automobiles au Burkina, le gouvernement burkinabé qui annonce des contrôles. Les forces de défense et de sécurité procéderont à des contrôles des véhicules automobiles à l'effet de lutter contre l'utilisation du butane par certains automobilistes après une phase de sensibilisation qui a démarré le 7 novembre 2015. Cette mesure fait suite à l'engagement du gouvernement de la transition lors de la rencontre annuelle gouvernement-organisation syndicale le 11 septembre dernier de lutter contre l'utilisation du gaz butane par les véhicules automobiles. Le gouvernement de la transition appelle tous les automobilistes au strict respect de la réglementation interdisant la modification des véhicules à moteur pour les adapter à l'utilisation du gaz butane, une pratique non seulement dangereuse pour la sécurité des personnes, mais aussi contributive à la pénurie de gaz butane essentiellement réservé à l'usage domestique. Il informe les contrevenants qu'ils s'exposent à des sanctions et verront leur véhicule conduit en fourrière. C'est signé le service d'information du gouvernement. Le Conseil national de l'emploi au Burkina s'est réuni ce 5 novembre pour évaluer les politiques en matière d'emploi des jeunes. Ces politiques et programmes ont-ils aidé à régler le chômage des jeunes au Burkina? Les réponses de Nathalie Sawadgo. Sur la table d'évaluation, 14 projets en instance en cours ou clôturés entre 2013 et 2015. 9 projets présentent des résultats satisfaisants, 4 présentent des risques modérés de non-atteinte des objectifs et 1 projet en rouge. Les membres du comité d'évaluation des projets et programmes vont ensemble identifier les causes de ces contre-performances et proposer des pistes de solutions. Pour pouvoir concourir au mieux à la promotion de l'emploi, donc il a fallu élaborer une vaste stratégie qui aille vers tous les segments de notre société, aussi bien au niveau des villes qu'au niveau donc, des zones rurales. Donc la stratégie a fait l'objet dans un premier temps d'une série de missions de dissémination auprès donc des différents acteurs du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous sommes en phase de mise en place d'un plan d'action opérationnel qui va être certainement accompagné par nos partenaires. Au regard de l'importance de ce cadre d'échange sur les performances des interventions du ministère et des résultats qui en sortiront, le secrétaire général du dit ministère a invité les membres du comité à un examen sans complaisance du rapport soumis à leur appréciation et à faire des propositions à même d'accroître la rentabilité des projets et programmes. Et puis l'OCADES, en collaboration avec l'ONG Diaconia, a mis en place un projet d'appui à la réduction des violences liées au genre en milieu rural, financé à plus de 98 millions de francs CFA. Ce projet s'étend sur 2 ans et va concerner la commune de Soubaragna-Dougou et 4 autres villages rattachés. C'est dans l'ouest du Burkina. Le lancement du projet a eu lieu ce vendredi 6 novembre à Soubaragna-Dougou. Ali Traoré pour le reportage. Cette pièce théâtrale décrit la réalité des populations de Soubaragna-Dougou et environnants. Dans cette partie de la région des Cascades, les femmes sont violentées dans les foyers dû aux facteurs culturels, selon un constat fait par les forces de sécurité. Face à l'ampleur du phénomène, un projet d'appui à la réduction des violences liées au genre en milieu rural vient de voir le jour. Pour ceux qui connaissent un peu la région des Cascades, et les femmes, la charge de travail des femmes est très élevée. Parce que bon, c'est les femmes, les gens aiment le dire, hein, c'est les femmes qu'on retrouve dans les champs avec les grandes dabas que vous connaissez. Et il semble que bon, les hommes préfèrent
amener les enfants, par exemple, à l'hôpital, au dispensaire pour les faire soigner pendant que la femme va aux gens travailler. Le projet est le fruit d'un tandem entre l'ONG Diaconia et l'OCADES. Financé à plus de 98 millions de francs CFA, ce programme va durer 2 ans. Nous déployons également des appuis techniques et nous allons accompagner toute l'association durant la mise en œuvre de ce projet. Pour chaque localité, une cellule a été mise en place pour le suivi du projet. De quoi réjouir les bénéficiaires. On a eu l'occasion d'avoir le projet, donc on remercie vraiment tous ceux qui ont douté pour que le projet puisse venir nous soutenir. Comme cette bénéficiaire du village de Nafona, ce sont les populations de Soubakanye-Dougou, Gouera, Panga et Mambiré qui se réjouissent de la présence du projet. Et pour la promotion du genre au Burkina, il existe le Fonds commun genre et le fonds fait cette année, c'est 10 ans. Nous recevons Madame Abibou Kwanda, représentante du Fonds commun genre. Bonjour Madame. Bonjour. Et merci de venir répondre à nos questions. D'abord, on parle du Fonds commun genre. C'est quoi concrètement? Je vous remercie et je remercie la TNB pour l'opportunité qui nous a été offerte de parler du Fonds commun genre aujourd'hui. Le Fonds commun genre, c'est un instrument de financement créé en 2005 par les partenaires techniques et financiers qui travaillent au Burkina Faso pour promouvoir l'approche genre et développement dans notre pays. Son objectif, c'est d'accompagner les acteurs de développement, le gouvernement, les organisations de la société civile et même les partenaires techniques et financiers à mieux prendre en compte les besoins des hommes et des femmes, leurs aspirations, leurs attentes pour pouvoir améliorer les politiques publiques que nous menons dans ce pays-là. Et ce fonds existe il y a 10 ans oui. pour aider dans l'harmonisation, mais aussi le financement des initiatives du genre dans notre pays. Oui, et ce fonds existe depuis 10 ans. Il a été créé par les partenaires parce que nous recevions beaucoup de requêtes et de financement des acteurs de développement et on a voulu, à l'orée de la déclaration de Paris, harmoniser nos procédures pour faciliter l'accès au financement aux partenaires, aux acteurs du développement. Donc, en français facile, c'est une sorte de panier commun dans lequel les partenaires cotisent une dizaine de partenaires techniques et financiers à la vitesse de croisière du fonds, parce que ça a commencé d'abord avec 5 partenaires techniques et financiers. Et ensuite, progressivement, d'autres ont adhéré. Et on a commencé avec un fonds de 140 millions au départ. Et aujourd'hui, 10 ans après, le fonds a financé pour plus de 3 milliards de francs 82 projets des partenaires au développement. Et il y a les organisations de la société civile pour une 60aine de projets, les institutions publiques des ministères, les directions régionales, etc., même le médiateur du FASO, et le ministère de la Défense, etc. Ensuite, nous avons aussi des activités que nous, les partenaires, pour les besoins d'améliorer les résultats de développement des programmes que nous finançons, nous avons entrepris de faire. Nous les appelons les projets proactifs. Oui. Et quels sont les types de projets souvent qui sont éligibles à ce fonds? Et les types de projets sont toutes les initiatives qui permettent de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, qui favorisent la participation des hommes et des femmes aux actions de développement. Parce qu'on a constaté que les actions de développement doivent bénéficier à l'ensemble, aux hommes et aux femmes au finish, et que tout ce qui permet d'améliorer la mise en œuvre des projets peut être éligible. La lutte contre les violences, la lutte pour promouvoir l'égalité, comment faire en sorte que les populations accèdent aux intrants, aux ressources, qu'ils aient les mêmes chances et les mêmes opportunités, comment ils accèdent aux services sociaux de base. Donc tout ce que les gens nous apportent et qui les aide à amener les hommes et les femmes à mieux profiter des actions, nous les soutenons. Et le 12 novembre prochain, je crois, vous célébrez les 10 ans de ce fonds. Comment les choses vont se passer? Est-ce que c'est la fête associée à la réflexion ou c'est quoi concrètement? Oui, et à partir du 9 même, nous commençons parce que la commémoration va s'étaler
du 9 au 12 novembre. Et nous avons une conférence publique sur genre et communication. Et nous aurons aussi des panels pour réfléchir sur les approches, comment nous mettons en œuvre cette approche au niveau du terrain. Et il y aura un panel pour ça pendant 2 jours. Nous avons des stands d'exposition où nos partenaires vont venir nous montrer comment concrètement sur le terrain, ils ont mis en œuvre des approches genre qui ont permis d'améliorer le quotidien des hommes et des femmes pour qui ils ont travaillé. Et en dehors de la réflexion, vous avez d'autres types d'activités pour marquer Oui, le dernier jour, nous aurons une commémoration officielle présidée par le ministre de la Promotion de la Femme et du Genre. Nous aurons un match de football qui va opposer les membres du Fonds commun genre aux journalistes que vous êtes. Et puis nous aurons un gala pour clôturer cette commémoration des 10 ans. Et c'est un gala peut-être qui sert à collecter des fonds ou c'est juste... Non, ça va être un gala pour valoriser, échanger avec nos partenaires et les remercier pour nous avoir accompagnés pendant cette dizaine d'années. Mais certainement que nous pensons qu'avec tout ce que nous aurons fait toute la semaine, d'autres partenaires techniques et financiers vont s'engager pour abonder le fonds, le panier commun, comme vous l'avez dit. Oui, juste pour terminer, le Burkina s'est engagé dans cette voie, la promotion du genre, depuis un certain nombre d'années. D'abord, est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi peut-être ce choix et puis qu'est-ce qu'il a pu apporter au pays? Bon, il faut revenir au contexte de la création du Fonds commun genre. Ça a été créé en 2005 par des partenaires techniques et financiers qui se sont organisés pour faire de la concertation depuis 2002, où ils ont formalisé leur concertation, pour pouvoir accompagner le gouvernement du Burkina pour suivre le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. On a constaté, après des décennies de développement, qu'on n'avait pas atteint les résultats et que la pauvreté avait augmenté. On a élaboré des cadres stratégiques de lutte. Mais quand on regarde, la pauvreté avait augmenté et la pauvreté avait plus un visage féminin. On s'est dit, les approches, les manières d'intervenir n'ont pas pu prendre en compte un pan de la population et qu'il va falloir développer cette approche qui permet de retourner à la base pour voir la situation spécifique des hommes et des femmes et de voir comment faire en sorte que ceux qui n'ont pas pu prendre le train en marche, si on peut l'appeler ainsi, puissent être associés aux actions de développement. Et c'est là que nous avons créé ce fonds parce que le gouvernement même était déjà engagé dans ces actions-là à partir des conventions et des engagements internationaux qu'ils ont pris avec la création du ministère de la Promotion de la Femme et beaucoup d'organisations. Et le ministère lui-même avait besoin de financement spécifique pour mener ces activités-là. C'est pour ça que nous avons créé ce fonds. Oui, c'est intéressant de vous suivre, madame, mais on va s'arrêter là pour cet entretien. Certainement qu'on vous recevra à d'autres occasions pour reparler du Fonds commun genre, mais beaucoup plus également de cette notion de genre et de son impact, de comment il a pu impacter le développement du pays. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes madame Abibou Kwanda, représentante du Fonds commun genre, et vous êtes venue nous parler des 10 ans du Fonds commun genre commémoré entre le 9 et le 12 novembre prochain. Merci. Et puis la suite de ce journal, les commerçants de Tougan dans le Sourou ne sont pas contents du contrôleur financier de la ville. Ils lui reprochent un abus d'autorité. La colère des commerçants s'étend également aux douaniers qu'ils accusent d'agir en dehors de la légalité. Pour manifester leur mécontentement, ils ont marché sur le Haut Commissariat de la province du Sourou ce 6 novembre où ils ont remis une plateforme revendicative au premier responsable, Paul Nayalgo Sawadgo. Menu de pancartes en scandant des slogans hostiles aux autorités locales, les commerçants de la ville de Tougan ont d'abord mis le cap sur la brigade mobile des douanes avant de se rendre au Haut Commissariat pour transmettre leur plateforme revendicative. Nous ne sommes pas contents. Le comportement du percepteur, du contrôleur financier, nous avons passé par la manière pacifique. La douane qui force
nos véhicules, il y a des trucs dedans, il n'y a pas de... Il faut payer. Nos charrettes qui sont là en ville veulent prendre nos charrettes. Ils veulent fermer nos boutiques. Regardez l'état de nos routes. Regardez l'état de nos routes. Ça ne va pas. Mis en cause, le contrôleur financier de la province du Sourou ne reconnaît pas les faits à lui reprocher. Dans la plateforme, il n'y a pas en tout cas des exemples d'abus de pouvoir qui ont été cités. À ma connaissance aussi, il n'y a aucune inspection ou aucune institution, en tout cas, ne m'a fait une note ou bien n'est venu vers moi pour me reprocher ma façon de gérer la direction ici. Et en matière de dépenses publiques, il y a des textes qui régissent les dépenses publiques. Et en matière de litiges aussi, de marchés publics, il y a des institutions qui sont chargées de gérer ces litiges. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai eu aucune reproche. Tout cela sera apprécié. Ce qui est faisable au niveau donc de la province, nous prendrons les mesures pour le faire. Dans leur plateforme revendicative, les commerçants de Tougan réclament aussi la levée du paiement des recouvrements de patentes et location de boutiques de la mairie au titre des années antérieures et le maintien des vendeurs de bétail dans leurs lieux habituels. Le Burkina Faso a commémoré la 35e journée mondiale de l'alimentation sous le signe de la protection sociale et de l'agriculture, dans l'esprit de rompre avec le cercle vicieux de la pauvreté. À l'occasion, un concours d'art culinaire a été organisé à Madine Lalsaga. La 35e journée mondiale de l'alimentation met l'accent sur l'importance de la protection sociale et de l'agriculture. Le but, éradiquer la faim et briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale. La journée commémorée en différé ici à Koubri a permis au ministre Lompo de l'Agriculture de faire le bilan des actions entreprises par le gouvernement burkinabé dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous avons beaucoup de programmes sur la résilience, sur des problèmes de protection et il y a même une politique nationale en matière donc de protection sociale. Nous pensons que nous devons pouvoir sortir donc de cercle vicieux. Si nous développons l'agriculture, si nous faisons en sorte qu'en milieu rural, les producteurs les plus vulnérables aient les moyens pour pouvoir produire et sortir et générer donc des revenus, ils vont pouvoir sortir donc de ces questions de vulnérabilité, de pauvreté. Cette année, la journée est commémorée concomitamment avec le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Les 10 dernières années, on est parti d'un peu plus d'1 milliard de personnes affamées qui souffraient de faim dans le monde. Aujourd'hui, nous avons pu avancer et nous sommes à 800 millions de personnes. On peut dire que c'est une satisfaction, mais une satisfaction mitigée. Parce que 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, c'est vraiment encore inacceptable. Au cours de ces commémorations 2015, les lauréates du concours de l'art culinaire ont reçu des prix. Outre cet accompagnement, les producteurs de la commune rurale de Koubri et villages environnants ont exposé les produits du cru, les fruits et légumes et les produits laitiers. Et pour réussir le challenge de l'autosuffisance alimentaire, l'eau est nécessaire. Au centre nord, les producteurs apprécient l'expérience d'un projet qui les aide à améliorer la gestion de l'eau dans les systèmes de culture pluviale. Comment ces technologies impactent la production? Une équipe de l'INERA est allée voir sur place. Éléonore Yerbanga. Des tiges de mil et de sorgho en apparence identiques mais différentes dans les semis et même dans la croissance. Entre pratiques paysannes et utilisation du NPK, de la fumure organique et de l'urée, les producteurs de Yalgo et de Barsalgo dans la province du San Matenga préfèrent de loin la deuxième option qui donne des résultats satisfaisants avec une gestion de l'eau pluviale et des nutriments adaptés aux conditions locales de leur site. Ils sont venus nous montrer comment classer les cailloux, comment on travaille le zaï, la fumure organique et l'urée. Ensuite, ils nous ont apporté les intrants que nous avons sémés avec toutes les consignes. Avec cette nouvelle pratique, les récoltes s'annoncent bonnes et nous apprécions beaucoup cela. La nouvelle pratique est une trouvaille du projet Amélioration de la gestion de l'eau dans les systèmes de culture pluviale pour assurer la sécurité alimentaire au Burkina Faso, AGES. Les technologies qui sont utilisées ici
c'est le cordon pierreux associé aux demi-lunes et aux ailes, avec apport de matières organiques, avec apport d'engrais minéraux, pour pouvoir accroître la productivité, mais également permettre aux populations de sécuriser leur alimentation. Plus d'une vingtaine de producteurs ont bénéficié de cette expérience dans la région du Centre-Nord. Ils entendent désormais poursuivre avec cette pratique et espèrent du projet un accompagnement en matériel et une livraison des intrants dans les délais pour de meilleurs résultats. Et puis, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, Tulinabo Muchengi, fait au docteur honoris causa de l'université de Koudougou. Il a reçu son titre ce 5 novembre dans la cité du Cavalier Rouge, en présence de Zalissa Sanfo. Tulinabo Muchengi reçoit ici le titre de docteur honoris causa de l'université de Koudougou. Une distinction honorifique que lui décernent les premiers responsables de cette université pour ses multiples actions en faveur de l'éducation dans ce temple de savoir. C'est d'abord une reconnaissance de ce que son Excellence a fait pour la jeunesse burkinabé, pour sa frange estudiantine et surtout pour l'université de Koudougou qui entretient depuis bientôt 4 ans des rapports de collaboration win-win gagnant-gagnant entre, bien sûr, notre structure et l'ambassade des États-Unis. Pour l'impétrant, c'est une marque de sympathie et d'encouragement qu'il reçoit, avec humilité. J'accepte cette distinction avec humilité, de savoir que quelqu'un dans la structure du monde académique burkinabé ait pensé à me confier ce titre. Bien sûr, ça me va tout droit au cœur. Et au nom de ce partenariat gagnant-gagnant tissé entre l'ambassadeur des États-Unis et l'université de Koudougou, bientôt, un centre de langue américain verra le jour dans cette université. L'épidémie d'Ebola est terminée au Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré ce samedi que l'épidémie d'Ebola était terminée en Sierra Leone. 42 jours se sont écoulés sans nouveaux cas recensés, ce qui marque la fin de l'épidémie selon l'OMS. Mais le pays restera sous haute surveillance pendant 90 jours afin de s'assurer que de nouveaux cas ne réapparaissent pas, et d'autant plus que 40 nouveaux cas ont été signalés dans la Guinée voisine. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Demain, une nouvelle équipe du 13h15 vous retrouve avec beaucoup de plaisir. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.